L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 16 juillet 2019, la nouvelle caserne de pompiers de Cap-Saint-Ignace est officiellement inaugurée. Le nouveau skatepark Optimiste de Montmagny est désormais en fonction. La ministre Proulx au sommet Pact for Impact à Paris. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima reçoit un montant de 2 000 $. La ministre Proulx annonce 5 millions de dollars pour soutenir les entreprises d'économie sociale dans l'acquisition, la construction ou la rénovation de bâtiments. Contrat de 500 millions de dollars pour Chantier Davy. Côté sport, Défri Everest, la pocatière en équipe avec Chevron Dionne. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est samedi dernier, en présence des élus locaux et du chef pompier du service incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, qu'avait lieu l'inauguration officielle de la toute nouvelle caserne de pompiers de Cap-Saint-Ignace, située au 135 chemin Vincelotte. Composé d'une structure principale en bois, le bâtiment possède, entre autres, 4 portes de garage, 2 bureaux, une salle polyvalente pouvant également servir de salle de mesure d'urgence, une salle de décontamination, des habits de combat et un atelier. La nouvelle caserne dispose ainsi de plus d'espace et de commodités pour les employés. Le projet a par ailleurs été concrétisé avec l'aide du gouvernement du Québec et ce, avec une somme de 1 274 195 $. Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales. La municipalité a complété le financement pour un investissement gouvernemental municipal totalisant plus de 1 960 000 $. Je me réjouis de cet investissement qui a permis de répondre à un réel besoin à Cap-Saint-Ignace. En proposant un environnement spacieux et moderne, le bâtiment est adapté aux réalités du travail de pompiers et assure leur sécurité. Ce financement confirme notre engagement clair à soutenir la réalisation de projets porteurs dans la région de la Chaudière-Appalaches, a expliqué Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Pour la mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron, l'investissement était devenu nécessaire afin que le service incendie de Montmagny, avec qui la municipalité a une entente, soit davantage en mesure de répondre adéquatement en cas de sinistre. Ce bâtiment moderne et avant-gardiste offre désormais un lieu sécuritaire qui répond aux exigences en santé et sécurité, entre autres, avec une salle de décontamination et des locaux fermés et ventilés pour les habits d'intervention. L'établissement servira aussi de centre de coordination des mesures d'urgence en cas de sinistre et de lieu d'enseignement,
tant pour la formation des pompiers que pour d'autres cours qui seront proposés à la population, notamment en secourisme. Je suis fier des belles opportunités qui s'offrent à la nouvelle caserne de Cap-Saint-Ignace, a conclu la mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron. C'est le samedi 13 juillet dernier, à la Maison des Jeunes, située sur le boulevard Taché-Est, que la ville de Montmagny a fièrement inauguré la toute nouvelle version du skatepark Optimiste, dont les installations ont été revues et entièrement repensées afin d'offrir aux jeunes un parc sécuritaire et au goût du jour. Les installations précédentes étaient désuètes et c'était important pour le conseil municipal, comme pour moi-même, de rafraîchir les modules afin d'en faire un lieu attrayant et sécuritaire pour nos jeunes, mentionne le maire de Montmagny, Rémi Langevin, ajoutant que le skatepark Optimiste semble faire bien des heureux, puisque les jeunes ont pris les courbes et les pentes d'assaut dès la construction terminée. La conception du nouveau parc, un projet de 220 000 $, a été réalisée par la firme Tessier Récréo Parc, qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Pratt Paysage Plus, une entreprise de Saint-Roch-des-Aunais, et Papillon Skatepark ont été responsables, conjointement, de la conception du projet, de l'aménagement paysager et du choix du mobilier urbain qui bonifie le site. Afin de permettre à ce projet de voir le jour, le Club Optimiste de Montmagny a reconduit son partenariat pour les 5 prochaines années, une contribution totalisant 15 000 $. Nous sommes un partenaire de longue date de la Ville et c'était naturel pour nous d'être de la partie pour le renouvellement de ce skatepark qui a vraiment fière allure. On passe réellement à un autre niveau, ajoute le président du Club Optimiste de Montmagny, Stéphane Coulombe. En plus de ce partenariat, la Ville a aussi reçu une somme de 119 000 $ du pacte rural de la MRC de Montmagny. Mentionnons en terminant que les nouvelles installations du skatepark Optimiste, qui offrent différents niveaux de pratique, allant de l'initiation à la recherche de performance, présentent un mobilier solide, conçu avec un enduit durcisseur qui devrait prolonger la durée de vie du parc pour les 25 prochaines années avec un minimum d'entretien. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, a pris la parole lors du premier sommet Pact for Impact, s'étant déroulé à Paris les 10 et 11 juillet dernier et ayant réuni plus de 400 participants de tous les continents. Ceux-ci étaient rassemblés afin de discuter de l'importance et de la reconnaissance de l'économie sociale, solidaire et inclusive. La ministre Proulx a également profité de son intervention pour prendre l'engagement, au nom du gouvernement du Québec, d'accroître la visibilité de l'économie sociale et de promouvoir son développement en favorisant sa reconnaissance politique, en valorisant ses principes et en intégrant ses dimensions particulières dans l'élaboration de politiques publiques et de cadres législatifs adaptés. Un des objectifs de notre gouvernement est de reconnaître la complémentarité de l'économie traditionnelle et de l'économie sociale, et de s'assurer du développement d'une économie plurielle. Les entreprises d'économie sociale ont notamment la capacité de répondre plus directement et rapidement aux besoins des communautés, de générer une responsabilisation du milieu et des individus, de concerter les actions pour la réalisation de projets et de créer des réseaux économiques et sociaux à l'échelle locale et régionale qui permet de revitaliser les territoires. Le Québec est considéré comme un leader mondial dans ce domaine. En ce sens, le sommet Pact for Impact est significatif parce qu'il réaffirme haut et fort l'importance de l'économie sociale dans nos sociétés, a expliqué Marie-Ève Proulx. Au-delà de la performance économique, l'économie sociale et inclusive
tient compte des répercussions sociales et environnementales. Elle tend à diminuer les inégalités sociales en favorisant la démocratisation, l'intégration et l'inclusion, ainsi que la recherche de solutions aux iniquités et aux disparités économiques régionales. Cette économie génère une richesse collective dans des secteurs émergents avec des effets structurants sur les conditions de vie et de travail. Elle entraîne une diversification des modèles d'entreprise. Rappelons que c'est en octobre 2013 que le gouvernement du Québec a adopté la loi sur l'économie sociale qui vise à reconnaître, à promouvoir et à développer ce domaine. Elle définit par ailleurs les principes guidant les entreprises qui sont à la base de l'économie sociale, comme les coopératives, les mutuelles et les organismes à but non lucratif à vocation marchande. La loi incite également les ministères et organismes gouvernementaux à prendre en considération l'économie sociale dans leurs programmes et mesures. Plus précisément, elle vise à reconnaître sa contribution au développement socio-économique du Québec et à établir le rôle du gouvernement dans ce domaine. Elle promeut bien entendu l'économie sociale et soutient son développement par l'élaboration ou l'adaptation d'outils d'intervention. Elle assure également un accès équitable des entreprises d'économie sociale aux programmes et mesures des ministères et organismes gouvernementaux. Selon les chiffres les plus récents de l'Institut de la statistique du Québec en 2016, le Québec comptait environ 11 200 entreprises d'économie sociale, lesquelles employaient 220 000 salariés et généraient des revenus totaux de 47,8 milliards de dollars. La Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima bénéficie d'un don de 2 000 $ dans le cadre de sa campagne annuelle de recrutement. On en parle immédiatement après cette pause. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Les administrateurs de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves sont fiers de remettre un don de 2 000 $ à la Fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima dans le cadre de sa campagne annuelle de recrutement des membres. Par ce geste, la Société mutuelle d'assurance souhaite démontrer son appui aux soins de santé en région et faire en sorte que la population du Kamouraska continue de recevoir d'excellents services dans son hôpital. Les valeurs de Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves rejoignent celles de la Fondation et c'est avec plaisir que nous participons à l'achat d'équipements pour mieux desservir le personnel et les résidents de l'hôpital, de préciser Jocelyn Benoît, administrateur de Promutuelle du Lac-aux-Fleuves. Depuis janvier dernier, la campagne d'effectifs de la Fondation a permis de recueillir un montant d'un peu plus de 4 000 $ auprès de la population. La cotisation des membres à la Fondation avait pour but de permettre l'achat d'un ensemble de positionnements pour Tren Dellenberg afin de faciliter la stabilisation des patients lors d'une chirurgie en position déclive au bloc opératoire de l'hôpital. Ces équipements, rattachés à la table d'opération, valent un peu plus de 7 000 $. Il fallait donc trouver de nouveaux partenaires pour combler le manque à gagner, d'indiquer la directrice générale Marie Speltier. Pour l'année 2019, la population et les entreprises peuvent continuer d'adhérer en tant que membres en se procurant un formulaire au bureau de la Fondation ou sur demande. Devenir membre, c'est non seulement pour permettre l'achat d'équipements spécialisés pour notre hôpital, mais c'est aussi un geste concret et qui démontre son appui à la Fondation et aux soins de santé de proximité, de rappeler le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital situé à la Pocatière.
Du 9 septembre au 1er novembre 2019, les entreprises d'économie sociale pourront soumettre leurs initiatives d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments dans le cadre du 5e appel de programme ou de projet de programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif pour lequel un montant de 5 millions de dollars a été prévu. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, en a fait l'annonce la semaine dernière. Les entreprises souhaitant soumettre un projet doivent s'assurer d'obtenir leur code d'accès Clic Sécure par l'entremise du site Web d'Entreprise Québec et de consulter la page Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation afin d'être informés des procédures liées au dépôt d'une demande d'aide financière. Bien ancrées dans toutes les régions du Québec, les entreprises d'économie sociale ont la capacité indéniable de répondre aux besoins de leur communauté et d'assurer son bien-être et sa vitalité. De plus, elles participent activement à la croissance de l'économie régionale, notamment en créant des emplois de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de les soutenir par le biais du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif dans la réussite de leurs projets qui contribueront assurément à renforcer l'économie plurielle dans l'ensemble des régions du Québec, a expliqué la ministre. Le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif s'inscrit par ailleurs dans le plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 et a pour objectif de soutenir des projets d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments. Il est doté d'une enveloppe globale de 20 millions de dollars attribuée sous forme de contributions financières non remboursables pouvant atteindre 500 000 dollars. À ce jour, dans le cadre du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, 85 projets ont été sélectionnés dans toutes les régions du Québec par le Comité national. Ces projets généreront ainsi des investissements totaux de près de 98 millions de dollars, dont 15,2 millions de dollars en contributions financières non remboursables du ministère de l'Économie et de l'Innovation et permettront la création et la consolidation de 1 800 emplois. Selon le journal Le Soleil de ce matin, le gouvernement Trudeau confirmera aujourd'hui, mardi, l'octroi d'un contrat de 500 millions de dollars au chantier Davie pour des travaux de réparation et d'entretien de 3 frégates de la Marine royale canadienne. Les travaux devraient commencer en 2021 et permettre de maintenir ou de créer 400 emplois au chantier naval de Lévis. Les chantiers Irving à Halifax et Seaspan à Victoria obtiennent des contrats similaires, chacun pour 3 frégates de classe Halifax. Quant aux 3 autres frégates des 12 que compte la flotte, le contrat d'entretien sera attribué plus tard selon le rendement, le respect des délais et la performance des navires après les travaux. En d'autres mots, le gouvernement fédéral entend mettre les 3 chantiers maritimes canadiens en concurrence directe pour l'obtention de la dernière tranche de contrat. Il s'agit d'une approche relativement nouvelle. La confirmation de contrats d'entretien de frégates au chantier Davie n'est pas nouvelle en soi. Le gouvernement en avait fait déjà l'annonce l'automne dernier. Ce qui n'était pas connu encore, c'était les montants en jeu et la répartition du nombre de bateaux attribués à chaque chantier. Le gouvernement a choisi de traiter les chantiers sur le même pied. Les précisions étaient attendues depuis l'automne dernier. Elles arrivent finalement à quelques mois des prochaines élections. Le ministre Jean-Yves Duclos, le secrétaire parlementaire Joël Lightbound et le maire de Lévis, Gilles Houlier, devraient normalement être présents pour l'annonce. Ce contrat de 500 millions de dollars est un des plus importants jamais accordés à Davie par le gouvernement fédéral. Sa valeur pourrait aller au-delà du montant initial prévu. Plusieurs au Québec en espéraient davantage et seront sans doute déçus. Ils auraient voulu que Davie obtienne une part plus grande pour compenser les années de vache maigre du gouvernement de Stephen Harper
où le chantier de Lévis avait été écarté du plan de match fédéral. Si nous ne tenons que 3 frégates, on pourra conclure que ce sont des miettes, disait craindre la présidente du Conseil central régional de la CSN, Anne Gingras. La difficulté actuelle des chantiers Irving et Seaspan à livrer en temps à cause de carnets de commandes fédérales surchargés pourrait favoriser Davie. Rien n'est cependant acquis. Il faudra voir quels critères retiendra le gouvernement fédéral pour l'octroi des contrats des 3 dernières frégates. Le chantier Davie, qui dispose de 50 de la capacité de production de l'ensemble du Canada, aurait été en mesure de faire les travaux pour toutes les frégates, avait fait valoir le vice-président Affaires publiques chez Davie, Frédéric Boisvert. Jusqu'à 2000 employés pourraient y travailler, mais seulement 200 ont été mobilisés pour le travail sur les brise-glaces de la garde côtière, un contrat de 610 millions de dollars. Le gouvernement prévoit dépenser 2 milliards de dollars en 5 ans pour la remise à niveau et l'entretien de ces frégates. Au total, la valeur de ces contrats pourrait atteindre 7,5 milliards de dollars d'ici les années 2040, date prévue de l'entrée en service d'une nouvelle génération de bateaux. Les travaux incluent la modernisation des plateformes, la mise à niveau des systèmes, l'acquisition d'équipements, radars de pointe, systèmes de guerre électroniques, systèmes de communication, missiles améliorés et intégrés dans un nouveau système de gestion de combat. Les frégates avaient été conçues à l'époque pour la guerre anti-sous-marine et les combats en haute mer. Le gouvernement canadien a prévu les remplacer par 18 nouveaux navires devant être construits dans les chantiers de Victoria, 16, et Halifax, 2. Leur valeur est provisoirement estimée à 15,7 milliards de dollars. Plus tôt ce printemps, le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre que le chantier Davie pourrait aussi être mis à contribution. C'est donc une histoire à suivre. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Côté sport, l'équipe du défi Everest La Pocatière est heureuse d'accueillir dans sa grande famille l'entreprise Chevron Dionne Incorporée, et ce, à titre de partenaire sommet. La responsable en chef du comité organisateur, Isabelle Labrec, exprime toute sa gratitude. C'est une importante contribution que nous recevons aujourd'hui. C'est bien plus qu'un appui financier que nous propose cette entreprise, mais également un support social et moral qui nous aidera à porter plus loin notre mission. Il faut dire que bien avant que Chevron Dionne devienne le partenaire sommet, une équipe avait été créée par Martin Beaulieu, employé de l'entreprise. Isabelle Carrier, adjointe à la direction, nous raconte « J'avais entendu parler du défi Everest à Rivière-du-Loup, donc je connaissais les valeurs et la mission qui guident les actions de cet organisme et qui rejoignent celles de notre entreprise. Nous n'avons donc pas hésité à débourser les frais d'inscription pour nos employés. Il y a 7 membres dans l'équipe actuellement et nous souhaitons encourager d'autres employés à se joindre à nous. De nombreuses raisons ont incité la direction de l'entreprise à accepter ce partenariat financier. La participation au défi Everest permet notamment de maintenir une bonne forme physique ou de l'améliorer. De plus, c'est un événement rassembleur qui permet aux gens de sortir de leur isolement chaque semaine pour se joindre aux pratiques du mercredi. C'est aussi une activité accessible à tous, ça ne prend que de bonnes chaussures. Peu importe son âge ou sa condition physique, chacun rencontre son défi personnel, indique Mme Carrier, convaincue des bienfaits apportés sur la santé globale des participants. L'entraide est également mise de l'avant par le défi Everest La Pocatière en équipe avec Chevron Dionne qui souhaite faire une différence dans sa communauté. Une action concrète pour aider les gens de notre région est posée.
Plusieurs organismes à la fois pourront bénéficier des collectes de fonds des équipes, des dons qui leur sont retournés en entier. C'est une formule unique que nous souhaitons supporter de façon récurrente, souligne Mme Carrier. Le comité organisateur du défi Everest-la-Pocatière, en équipe avec Chevron Dionne, souhaite remercier chaleureusement son nouveau partenaire, Sommet, qui offre un généreux support financier en y ajoutant confiance et enthousiasme, assurant le succès de cette nouvelle collaboration. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 835 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Alors, c'est une belle journée qu'on a connue, chaude et humide comme on les aime au mois de juillet qu'on a connu hier. Belle journée. Ça va se gâter un petit peu. D'abord, on va vous montrer l'image radar de cette tempête tropicale Barry, qui est dans le bout de la Louisiane, si ma mémoire est bonne, oui. Alors, vous voyez que cet ouragan va se changer en tempête tropicale. Donc, c'est des pluies abondantes qu'on devrait recevoir. Même, on a peur des inondations dans cette région. Alors, voilà pour cet ouragan qui devient maintenant une tempête tropicale. Alors, on n'envie pas ces gens-là qui sont dans cette région actuellement, mais voilà, ça devrait diminuer au cours des prochains jours. Et pour notre région, eh bien, vous voyez cette masse nuageuse qui nous arrive de l'ouest vers l'est. C'est du temps nuageux qu'on connaîtra, là, pour l'instant, c'est dégagé au moment où cette émission est diffusée en direct, mais cette masse nuageuse devrait nous arriver au cours de l'après-midi. Donc, pour l'instant, là, généralement ensoleillé, ennuagement cet après-midi, suivi de 30 % de probabilité d'averse tard cet après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 en mi-journée. Maximum de 26 degrés pour Montmagny, Lillet et la Pocatière, 25 pour Saint-Paul de Montmagny et 27 pour Saint-Pamphile. L'indice UV sera de 8 ou de très élevé. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, avec averses ce soir, puis 40 % de probabilité d'averse au cours de la nuit prochaine. Vent du sud-ouest de 20 km/h, soufflant en rafale à tout près de 40 km/h. Minimum de 19 pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse le matin. Ça se dégage en après-midi. Il y aura cependant des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Devenant et changeant de direction, ils vont souffler nord à 20 km/h en mi-journée
donc maximum de 27, facteur humidex de 32 degrés, mais justement avec cette poussée d'air frais, ces vents qui vont changer de direction et souffler nord, eh bien, ça va chasser l'humidité et nous apporter du temps beaucoup plus frais. Ce qui veut dire que pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est un ciel dégagé, ce sera frais, 14 degrés. Et regardez pour jeudi, le tableau l'indique, du beau soleil, mais du temps plus frais, avec 24 degrés pour Montmagny-Lillet et 23 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 17. C'est le retour de la pluie pour vendredi avec un maximum de 25 degrés. Et regardez, pour Kamouraska, ce sera beaucoup plus frais avec 20 degrés. Ça va se dégager dans la nuit de vendredi à samedi pour nous apporter une belle journée sous le soleil pour samedi avec un maximum de 28 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 17. Dimanche, une belle journée sous le soleil, maximum de 26. Donc, une belle fin de semaine là, de prévue pour le début des vacances de la construction. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 15. Et on commence les vacances de la construction avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 25 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour, 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h03 ce matin et se couchera à 20h34 ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 1998 avec 31 degrés et la plus basse en 2015 avec 6,7 degrés. Les précipitations maximales reçues en 2008 sont de 3,8 mm. Hier, nous avons enregistré, ou Environnement Canada a enregistré un maximum de 26,7 degrés et un minimum de 15,3 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement de 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle est de 15,7 degrés. L'humidité est à 86 % et les vents sont actuellement de direction sud-est à 11 km/h. Maintenant, les heures de la marée, elle était haute à 5h31 ce matin, sera basse à 12h38, de nouveau haute à 18h08 ce soir et basse à minuit 34. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'heure de marée de cette journée du mardi 16 juillet et de cette semaine sur la Côte-du-Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 16 du mois de juillet 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 juillet. Bonne fête aujourd'hui, Madeleine Bélanger. C'est Huguette et Hélène qui ont pris la peine de nous téléphoner pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire à vous, Madeleine Bélanger. Bon anniversaire à Rémi Collin. C'est de la part de son père et sa mère. Alors, bon anniversaire Rémi Collin en ce 16 juillet. Bon anniversaire à Mme France Boissonneau. C'est de la part de votre mère. Bon anniversaire France Boissonneau. Aujourd'hui, le 16 juillet. Bon anniversaire à Madeleine Bélanger. Mais cette fois-ci, c'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire Madeleine Bélanger. Et le groupe de prière Saint-Thomas qui se donne la main pour vous souhaiter une belle journée de fête. Et j'espère que j'ai bien compris pour l'anniversaire de Jeanne Blouin.
de Sherbrooke. C'est de la part de sa grand-mère. Alors, bon anniversaire, Jeanne Blouin. Aujourd'hui, le 16 juillet, Jeanne Blouin de Sherbrooke. C'est de la part de votre grand-mère. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, vous faites comme ces gens, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et parmi tous les fêtés de la semaine, vous le savez, nous avons le plaisir, ça fait plus de 7 ans qu'on fait ça, si ce n'est pas 8, parce que ça fera 8 ans, le 5 décembre, que nous sommes en onde avec vous, eh bien, on procédera, et on procède à tous les vendredis au tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 16 juillet, c'est l'anniversaire à François Drolet, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d'or en 5000 mètres relais en 98, il a 47 ans. Claude Lemieux, joueur de hockey, il a joué entre autres pour les Canadiens de Montréal. Il a joué de 85 à 2009, il a 54 ans. Linda Sorgini, cette excellente comédienne, elle a 64 ans. Et Jean-Luc Mongrain, eh oui, c'est l'anniversaire à Jean-Luc aujourd'hui, producteur. Il est âgé aujourd'hui de 68 ans. On se souvient du décès triste, ça fait déjà 20 ans de ça, du fils de John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., 38 ans, avocat, journaliste et éditeur de magazines américains et fils du président John F. Kennedy. Il est décédé d'un accident d'avion. On se souvient tous. Me semble que c'est un accident d'avion. Oui. Me semble. Oui. Hein? Alors, triste 38 ans. Alors, il ne reste maintenant que Caroline de la famille de John F. Kennedy. En 2017, George A. Romero, 77 ans, le père des films de zombies, La Nuit des morts vivants. Alors, il est décédé à l'âge de 77 ans en 2017. Décès, ça fait déjà 3 ans de cet excellent comédien, Todor Boucheneau. René Caron, 90 ans, comédien québécois, qui a joué ce rôle pendant plusieurs années dans les belles histoires des pays d'en haut. Et en 2009, est décédée Mireille Daou, 58 ans, comédienne québécoise. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, grâce à son approche accessible et personnelle, l'auteure, Mme Nathalie Godin, bonjour. Elle-même atteinte de douleurs chroniques causées par la fibromyalgie. Je prends le temps de la prononcer, de bien la prononcer. La fibromyalgie, il y a quelques semaines, on a reçu Mme Patricia Boulay, entre autres, parce qu'il y avait un salon à Sainte-Marie-de-Beauce, là. Et vous auriez dû voir le monde qui est allé sur notre page Facebook pour regarder cette entrevue. J'ai été agréablement surpris. Donc, notre auteur partage avec nous ses recherches, apprentissages et expériences des 20 dernières années. Mme Godin nous propose une foule d'astuces pour apprivoiser la souffrance au quotidien et apprendre à s'en faire une alliée. Peut-on se faire une alliée de la maladie? Oui. Bonjour, Mme Godin. Bienvenue chez nous. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bien, c'est toujours un plaisir, moi, de recevoir les auteurs de Pascal Gast, Lance ton livre. Parlez-nous, d'abord, vous nous dites que vous êtes atteinte, vous, de fibromyalgie. Oui. Mais on ne parlera pas que de ça. On parle de maladies chroniques. Oui, moi, j'ai écrit un livre pour aider les gens qui souffrent de douleurs chroniques, peu importe la source de la douleur, que ce soit la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde. Mais moi, je souffre de fibromyalgie depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai aussi une autre maladie dégénérative. Excusez-moi, pas une autre. La fibromyalgie n'est pas dégénérative, mais j'ai aussi
une autre maladie, j'ai des vis dans la colonne vertébrale avec greffe de moelle osseuse. Donc, j'ai 2 problèmes de santé qui me causent de la douleur chronique. Et qui, la deuxième, est dégénérative? La deuxième, oui. Oui, bon. Donc c'est l'usure des vertèbres, ça rentre dans les maladies rhumatismales. Donc, je me suis rendu compte au fil des années que peu importe la source de la douleur chronique que l'on a, les changements à faire pour vivre heureux, pour avoir une belle qualité de vie et mettre un terme à la souffrance, c'est possible. C'est possible? C'est possible, oui. C'est pas ce que j'ai entendu ou que j'ai compris lors de l'entrevue, entre autres avec Mme Boulay, parce qu'on était venu parler du salon. C'est ce livre, ça s'appelle « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique ». Donc, c'est ce livre qu'on vous présente aujourd'hui. Dites-moi, c'est possible de vivre dans la douleur? Oui, parce que la douleur, on peut l'apprivoiser. La douleur chronique ne se guérit pas encore pour l'instant, mais quand on met en place un bon traitement, autant physique que psychologique, et que là, on fait les changements qu'il faut, on peut mettre un terme à la souffrance. On va apprivoiser la douleur, on va l'accepter, et à partir du moment où on est capable de l'accepter, là, on peut se projeter dans le futur, recommencer à avoir des rêves, à avoir des projets, et à avoir une belle qualité de vie. On apprend à vivre avec la douleur. Madame Godin, vous me dites que la fibromyalgie, pour vous, oui, a commencé à l'âge de 14 ans. Oui. Comment une femme peut vivre, une femme ou un homme, là, mais particulièrement une femme, peut vivre avec, à partir de 14 ans, c'est l'adolescence, tous les rêves sont devant nous, de jeunes filles et de femmes. C'est très difficile. Comment on peut vivre et apprivoiser? Moi, j'ai de la misère à comprendre. Ça prend un bon réseau, un bon soutien. J'ai été très chanceuse. Moi, j'ai été choyée parce que j'avais des parents qui me croyaient. Donc, mais ça a été la valse de tous les thérapeutes. Ça l'a coûté une fortune en chamane, les chiro. À chaque fois que mes parents entendaient dire qu'il y avait une possibilité, un traitement, on a tout essayé. Comme la fibromyalgie ne se prouve pas, on n'est pas encore capable de la diagnostiquer par une prise de sang ou par des radiographies. Il faut que le médecin aille par élimination de toutes les maladies possibles de causer ce problème-là. Donc, c'est très long avant d'avoir un diagnostic. Fait que c'est beaucoup de jugements. J'ai vu beaucoup de médecins qui disaient que c'était dans ma tête. C'était pas dans votre tête, là. Exactement, non. Mais maintenant, aujourd'hui, la médecine a prouvé, on a 2 chercheurs qui travaillent à temps plein, là, et on n'a pas encore trouvé la cause de la fibromyalgie, mais on sait maintenant que c'est une dysfonction au niveau du système nerveux central. Ça existe réellement. Donc, à partir du moment où on a un diagnostic, bien là, on peut ensuite se mettre en mode solution, aller chercher qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux, pour améliorer ma qualité de vie. Et il y a beaucoup de choses que nous, on est en mesure de faire pour avoir une belle qualité de vie. Vous avez eu une belle qualité de vie? J'ai une très belle qualité de vie. J'ai 2 emplois. Je suis maman de 2 enfants. Je ne voulais pas être indiscret, mais non, ça aurait été ma tout. Prochaine question. Est-ce que ça vous a permis de vivre normalement? Oui. Puis, d'avoir des enfants? Oui, j'ai travaillé comme infirmière auxiliaire 12 ans. J'ai eu 2 enfants. J'ai été capable d'écrire mon livre. Ça m'a pris 5 années, mais quand on parle de fibromyalgie, oui, on a des limites, mais au lieu de se concentrer sur ce qu'on a perdu, il nous reste nos forces, nos envies. Je ne pouvais plus pratiquer mon métier d'infirmière, mais mon besoin d'aider les gens, de prendre soin des gens était encore là. Et j'ai longtemps pensé qu'il y avait une seule façon de faire les choses. Et ce que la maladie m'a appris, c'est qu'il y a plein de façons de faire les choses. Et j'ai découvert que je peux prendre soin des gens, pas seulement en étant infirmière, et en commençant à faire du bénévolat, en commençant à m'impliquer, à soulager la souffrance de ceux qui souffrent de fibromyalgie. Puis sur mon parcours, ça m'a amené, avant d'avoir un diagnostic de fibromyalgie, on a pensé que c'était la sclérose en plaques. J'ai fait du bénévolat pour la sclérose en plaques. Je pensais que c'était
On a Parce pensé... que c'est similaire? Les symptômes sont similaires et la sclérose en plaques, il y a un petit pourcentage de gens que le diagnostic ne se verra pas, eux, non plus dans tous les tests. Alors, ayant les mêmes symptômes que la fibromyalgie, ça arrive là, qu'il y a des diagnostics qui sont trompeurs. Et à cause de mon autre problème de douleur chronique, je faisais partie de la Société de l'arthrite. J'ai appris leur programme. Eux autres aussi, ils ont un programme de soutien, d'outils qui donnent pour mieux vivre avec la maladie arthritique. Fait que j'ai enseigné le programme PIPA. Donc, tous ces... Je me suis peut-être promenée. Ça a été long pour avoir un diagnostic, mais ça a été une excellente chose parce que ça m'a permis de voir que les limitations, peu importe que tu as la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, tu as un deuil à faire de ta vie d'avant, de ta santé d'avant. Et la façon de faire un deuil, elle ne diffère pas, que ce soit pour la fibromyalgie ou l'arthrite rhumatoïde. Donc, c'est de commencer par faire le deuil de sa vie d'avant qui nous permet, après ça, d'accepter notre nouvelle réalité, de l'apprivoiser. Quand on réussit à l'apprivoiser, on a une belle qualité de vie. Est-ce que psychologiquement, c'est difficile? Oui, c'est physiquement, c'est difficile, vous l'expliquez. Mais est-ce que psychologiquement, ça vous atteint? Ça vient oui, vous chercher aussi? C'est très difficile. Les gens qui ont à vivre avec la douleur chronique, un gros pourcentage vont souffrir d'une dépression. Mais la dépression n'est pas causée par la maladie, elle est causée par la situation. Quand vous me demandez si c'est difficile physiquement, oui, parce qu'on se fait beaucoup juger. C'est une maladie qui ne paraît pas. La fibromyalgie, ça ne paraît pas. J'ai pas de déformation. Il n'y a pas d'enflure. Je ne marche pas croche. Donc, les gens, je donne des conférences. Je suis capable d'être debout 2 heures. Les gens, c'est difficile pour eux de concevoir que ça puisse nous faire mal. À ce point-là, ça ne paraît pas. Donc, on a à vivre avec le jugement, la non-compréhension. Moi, dans le milieu de la santé, ça a été très difficile. À l'époque, j'étais infirmière auxiliaire. Je n'avais pas de diagnostic. Mais j'avais de la douleur, de l'immense fatigue, je ne me comprenais plus. On finit par douter de notre propre jugement. On c'est finit ce que je pense aussi, par se dire, oui, coudonc, est-ce que c'est parce que je suis lâche? Est-ce que c'est parce que je suis paresseuse? C'est quoi, là? Je suis pas aussi forte que les autres. Ça devient très, très difficile si vous ajoutez à ça l'incompréhension des fois du conjoint ou de la famille, des amis. Plus de la moitié des gens doivent cesser de faire le travail qu'ils font parce que c'est trop difficile. Donc, vous n'êtes pas compris, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Si vous avez un médecin qui ne vous croit pas, vous n'êtes plus capable de travailler. Moi, j'ai vu des gens, des professionnels de la santé se ramasser sur l'aide sociale causée par la fibromyalgie, les assurances collectives qui ne voulaient plus payer, des couples qui se séparent parce que quand on parle de douleur chronique, c'est un couple sur 2 qui vont se séparer parce que pour le conjoint, ça devient affolant. Un petit peu, là, ma femme, je vais être obligée de la faire vivre comme ça toute ma vie. Et au début, quand on n'a pas un bon traitement, c'est sûr qu'on s'épuise beaucoup plus vite. La souffrance, c'est on peut passer des semaines au lit, donc le conjoint doit suppléer pour tout. C'est très épeurant face à l'avenir. C'est angoissant et il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas. En quelques secondes, parce qu'on doit aller à la pause, est-ce que c'est maintenant reconnu à la médecine? Oui. Est-ce que maintenant les médecins reconnaissent cette maladie-là? De plus maladie, en plus. Oui, maladie, oui. OK. Donc, la médecine maintenant reconnaît cette maladie-là? Oui, elle la reconnaît. Depuis 1992, l'Organisation mondiale de la santé la reconnaît. Et maintenant, on a de plus en plus de gens qui réussissent à obtenir l'invalidité causée par la fibromyalgie. Donc, c'est reconnu maintenant. On va faire une courte pause. Là, on va parler plus du livre parce que moi, je veux savoir ce qu'il contient et aussi ce qui vous a amené à écrire ce livre-là parce que vous êtes infirmière, vous l'avez dit, vous n'êtes pas auteur, mais vous êtes devenu auteur. Oui. Alors, on en parle dans quelques instants. On s'arrête et on revient avec notre invitée, Mme Nathalie Godin. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Baby, I swear, stick out all this. Ooh, baby. From Quebec City to Kalamazoo, the
je vous rappelle que notre invitée, Mme Nathalie Godin, qui est auteure de ce livre, « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique ». Vous êtes, attends, on l'a dit et on en a parlé tout à l'heure. Madame, vous êtes infirmière. Oui. Et vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire? Parce que, bon, c'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre, et en plus, il a quasiment 400 pages. Vous aviez des choses à dire? Effectivement. Depuis 2005 que je travaille pour l'Association de la fibromyalgie, j'ai monté des conférences et des ateliers pour donner des outils aux gens. Et quand on vit avec la fibromyalgie, parfois, c'est très difficile de se déplacer pour aller assister à des conférences, à des ateliers, parce qu'il y a trop de douleur ou de fatigue. On me demandait, bien, Nathalie, si tu écrirais un livre, bien, on pourrait se référer quand on file bien. On n'aurait pas besoin de sortir de la maison. Donc, c'est une demande. Et ça m'a référé. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic en 2002, j'ai donc cherché. Il existe plusieurs livres pour expliquer qu'est-ce que la fibromyalgie, l'arthrite ou la sclérose en plaques, mais il n'y avait aucun livre pour nous dire comment on fait pour changer notre vie. Les médecins nous disent il faut absolument que vous fassiez 30 minutes d'exercice par jour. Mais parfois, on n'est même pas capable de laver notre vaisselle 10 minutes d'affilée. Comment je fais pour réussir à marcher 30 minutes par jour quand je suis au lit, quand je ne suis même pas capable de marcher 5 minutes? Il n'y avait rien. Donc, là, je me suis dit, je crois que c'est un outil. Je voulais donner dans le même coffre tous les outils dont on a besoin, parce que ça devient très dispendieux d'assister des conférences, des cours. On peut acheter 10 livres. Donc, et comme on sait que les gens ont de la difficulté financière, je me suis dit, je vais tout mettre, tout mon savoir, tous les outils que la vie m'a amenés pour que les gens, ensuite, pourront le consulter. Ce n'est pas un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin, tout d'un coup. C'est un guide qui va selon la personne qui vient d'être diagnostiquée la semaine passée de la sclérose en plaques. Elle n'a peut-être pas envie d'aller changer son alimentation. Elle a peut-être besoin d'outils pour lui aider à faire le deuil de sa santé. Quelqu'un qui, ça va bien, il y a un bon traitement médicamenteux, mais là, qui se demande, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Y a-t-il des choses dans ma vie que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie? L'exercice, comment je fais pour l'intégrer? Bien, si la personne, elle est prête, elle va aller lire le chapitre sur l'exercice. Donc, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, dans le livre, c'est toutes les conférences, tous les ateliers que j'ai donnés au fil des années, que j'ai vulgarisés pour le mettre dans le livre. Fait qu'il y a un chapitre. Et d'autant plus que vous êtes infirmière et vous êtes atteint de cette maladie-là, donc vous savez de quoi vous parlez. Oui, c'est quelque chose qui est très apprécié par les gens en conférence. Ils me disent, mon Dieu, on se reconnaît à travers ce que vous dites dans les exemples de la vie courante, chose que quand c'est les médecins qui nous donnent les conférences, eux autres donnent le côté médical, mais non pas le vécu qui vient avec. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ça? 5 années. Parce que faut être déterminé? Ça demande beaucoup de concentration, ça demande de la mémoire, et quand on souffre de fibromyalgie, on a des problèmes cognitifs, des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. Donc, il fallait que je relise à chaque fois ce que j'avais écrit pour pas l'écrire en double. C'est un long processus. C'est vraiment pas évident. Fait que je suis d'autant plus fière qu'il y ait tous les outils là-dedans, parce que je ne crois pas là, qu'un autre livre, ça demande beaucoup, beaucoup. Et je vais aller un petit peu plus loin, si vous me permettez. Oui. Vous dites que vous avez 2 enfants. Donc, vous avez un conjoint. Oui. Je ne vais pas aller trop loin non plus, mais ce que je comprends, c'est qu'on peut vivre normalement. Oui. On peut vivre une belle vie. Une belle vie, travailler. Malgré la maladie, c'est ça que je comprends de votre message aujourd'hui. C'est que vous nous donnez des outils pour mieux vivre, mais on est capable de vivre avec ça. Oui, dans le livre, là, j'explique qu'il y a 2 techniques, le tableau de la visualisation, pour atteindre justement nos rêves, pour réaliser nos projets. Et l'importance de se faire plaisir, ça fait partie des traitements. Il faut faire les choses que l'on aime, il faut se faire plaisir, parce qu'on a 2 seules façons de produire de l'énergie, c'est par l'exercice et le plaisir. C'est les 2 seules façons que l'on a.
Fait que dans mon livre, il y a énormément de trucs, de techniques pour justement là, augmenter l'énergie, augmenter la qualité de vie. Comment faire pour se mettre à refaire des projets quand ça fait des années que tu vis dans la souffrance, que tu vis pour les autres, que ton corps ne t'apporte plus de plaisir, ton corps n'est que douleur. Donc, c'est très difficile pour certaines personnes de recommencer à rêver, de croire qu'on peut avoir du plaisir. Et oui, puis j'explique comment faire. C'est un petit processus de pas à pas, mais c'est possible. Madame Godin, vous avez, vos yeux brillent quand vous parlez avec enthousiasme de ce livre. Vous avez de l'air tellement heureuse, d'abord d'avoir écrit ça, mais vous avez de l'air heureuse tout court. Oui, je suis très heureuse. C'est ce que vous heureuse. dégagez, en tout cas. J'ai jamais été aussi heureuse. À 50 ans, je réalise mon rêve. Je pars en Grèce au mois de septembre. Mes jambes, c'est... Et le titre de mon livre, « Se choisir », il est tellement important. Parce que pour prendre les meilleures décisions pour soi, il faut se choisir. Et quand on écoute sa petite voix, qu'on comble nos besoins, la vie va mettre sur votre chemin tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre qualité de vie et attirer là, les belles choses. Donc, se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique. Accepter la douleur ouvre la porte au bonheur. Et ça, c'est vrai. C'est ce que vous dégagez ce matin. Madame Nathalie Godin, c'est dans la catégorie bien-être, santé, croissance personnelle, témoignage, c'est sous les éditions La Roupille. Vous êtes de Lévis. Oui. Et je veux remercier Pascal Gass, oui, qui est l'autre côté de la caméra, de Lance ton livre, pour nous amener des auteurs si formidables. Et c'est un plaisir pour nous de réaliser des belles entrevues. Merci beaucoup, Pascal Gass, qu'on ne voit pas, mais il est là, derrière les caméras. Et tous ces auteurs, c'est Pascal qui nous les présente, nous fait le bonheur de présenter ces gens-là à l'écran. Donc, merci beaucoup, Pascal Gass, de Lance ton livre. Madame Nathalie Godin, donc ce livre, Se choisir, il est disponible maintenant? Oui, dans toutes les librairies, vous pouvez le commander à votre bibliothèque, sans aucun problème. Est-ce qu'en 400 pages, vous avez tout dit ce que vous vouliez dire? Oui. OK. Oui. Il n'y en aura pas un deuxième? Non, je ne croirais pas. On ne sait jamais. J'aurais jamais pensé être capable d'en écrire un, donc on ne sait jamais. Bravo, félicitations pour ce que vous faites et je recommande ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais moi, j'entends parler de fibromyalgie depuis quelque temps et je vous recommande parce que je pense qu'il peut grandement aider les personnes qui en sont atteintes. Ça complète. Merci beaucoup, Mme Nathalie Godin. Au revoir. Voilà. Dans quelques instants, les grands titres avec José Soucy. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, dans le cadre de notre chronique des offres d'emploi, aujourd'hui, Montel qui recherche un technicien, dessinateur, programmeur. Pour le titulaire, c'est de préparer et concevoir les dessins destinés à la production, assumer la logistique pour la fabrication de pièces en usine. Il sera aussi responsable de la programmation de la plieuse automatisée. Il faut détenir un DEC en technique de génie mécanique et les connaissances des logiciels Autodesk et Inventor sont importants. Également, Montel qui recherche un technicienne en génie industriel. Donc, le titulaire du poste contribuera à supporter une culture lean axée sur l'amélioration continue dans différents départements de l'entreprise. Il faut détenir un DEC en technique de génie industriel, formation ou expérience équivalente. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@montel.com ou encore vous téléphonez au 248-0235. Pour l'âme, on recherche un journalière pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois et on recherche également électromécanicien et mécanicienne pour relever des défis de maintenance diversifiés. Mécanique, dans un environnement où la technologie est omniprésente, l'emploi à combler est à temps plein. Les 2 emplois sont à temps plein. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com. La Pointe-Auto recherche un mécanicien, salaire concurrentiel et avantages sociaux. Donc, il devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. On demande un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé et un minimum de 5 ans d'expérience. C'est un emploi à plein temps. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à Diane Corriveau chez La Pointe-Auto, soit par aller porter vous-même votre curriculum vitae chez La Pointe-Auto ou encore vous l'envoyez par courriel à info.lapointeauto.com. Vous rappelez que toutes ces offres d'emploi, également du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi, sont disponibles sur lecar.ca. De nombreuses offres d'emploi sont disponibles et vous pouvez communiquer avec les professionnels de l'emploi du CAR à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli au 248-95-59, chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 5 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Antoine Bolduc, époux de Mme Rita Poirier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, jeudi, le 18 juillet, de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter d'11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 19 juillet à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les excellents soins et services reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, vous la reconnaissez sûrement, c'est notre députée de Côte-du-Sud et aussi ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir d'être ici. On vous voit pas souvent, c'est pas un reproche, mais on aimerait ça vous voir plus souvent dans nos studios. Ben oui, puis il y a une raison qui explique ça, parce qu'au cours des derniers mois, j'ai fait une tournée du Québec
J'ai fait une tournée de l'ensemble des régions du Québec pour parler d'entrepreneuriat et de développement économique régional. OK. Bon, et vous êtes la responsable du développement économique régional. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez comme ça? Vous avez vu, vous avez visité 17 régions. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont des conférences? Qu'est-ce que vous avez? Quel message vous voulez ou vous avez à passer? Bien, moi, ce que je me suis aperçue en devenant ministre de développement économique régional, c'est qu'il manquait d'ambition dans les plans de l'ancien gouvernement. Donc, j'ai dit, peut-être c'est moi qui ai une mauvaise vision de tout ça, fait que je vais aller consulter les entreprises, les entrepreneurs, les acteurs socio-économiques, tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs, les MRC. Donc, je suis partie avec mes oreilles, puis je suis allée écouter ce que les gens avaient à dire sur le terrain. Puis ce que j'ai pu constater, c'est que les gens étaient extrêmement contents qu'on les écoute, qu'on soit présent sur le terrain, parce que ce n'était pas arrivé souvent dans les dernières décennies. Donc, les gens étaient extrêmement contents de m'accueillir, de me recevoir, puis de me dire ce qui allait, puis ce qui allait pas bien au Québec, puis comment on pourrait remédier aux différentes situations pour soutenir les entrepreneurs, pour mieux soutenir les régions. Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens plein de choses. Je suis en train de faire mon rapport actuellement, justement. Donc, je vous vendrai pas tous les scoops, mais je retiens qu'il y a eu beaucoup de coupures dans les dernières années qui ont fait extrêmement mal aux régions. Donc, il faut revoir nos façons de faire pour mieux soutenir les régions, pour s'assurer que le développement partout sur le territoire soit plus équitable. Puis ça, moi, ça me préoccupe énormément. On a investi beaucoup dans certaines régions au profit des autres. Fait que comment on s'assure d'une équité interrégionale? Fait que moi, c'est entre autres, là, je vous donne quelques éléments. Les moyens de développer les régions. Ensuite, il y a beaucoup de programmes qui sont méconnus. Beaucoup de programmes qui existent, mais sont méconnus des entrepreneurs. Les entrepreneurs n'ont pas le temps de faire la paperasse. Ça nous a beaucoup parlé. Ça revient souvent. Ça revient très souvent, puis il faut agir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant avec cette information? On veut faire plus d'innovation. On veut accélérer la croissance des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire? On veut exporter davantage. Puis je vous dirai tantôt ce qu'on va faire pour ça. Donc, c'est un peu ça l'objet de ma tournée. Les gens avaient beaucoup de choses à dire. Puis les gens étaient très contents qu'on se préoccupe enfin des régions. Votre région, à vous, oui. Chaudière-Appalaches particulièrement, par rapport aux autres, on se situe comment? Avec ce que vous avez entendu des autres entrepreneurs? Moi, je suis à cheval avec Côte-du-Sud, sur Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Je vous dirais que Chaudière-Appalaches est très dynamique au niveau manufacturier. Énormément de manufactures, d'industries très dynamiques, qui se positionnent très bien, puis qui prennent le virage technologique nécessaire, entre autres, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est une autre réalité où l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement beaucoup mis de l'avant. Tu sais, le tissu entrepreneurial reste à développer, mais en même temps, il y a des super initiatives. Je prends dans le coin de Rivière-du-Loup au niveau de l'innovation, avec Premier Tech, qui est très dynamique, avec des centres de recherche importants qui voient le jour. C'est vraiment très, très, très dynamique à Rivière-du-Loup. Puis à la Pocatière aussi laisse pas sa place, entre autres avec le CDBQ, un centre de recherche en agroalimentaire. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe dans le Kamouraska avec la présence de l'ITA, de beaucoup de centres collégiaux de transfert technologique. Je trouve ça très dynamique dans ces deux régions-là. Je retiens ce que vous m'avez dit, puis je comprends que vous ne vouliez pas donner de scoop, vous voulez garder votre rapport pour le remettre au premier ministre, probablement, mais oui. Vous ne parlez pas de main-d'œuvre. Bien, je viens d'en parler que, dans le fond, l'automatisation, la robotisation devient, puis pour nous, c'est ça, hein, moi, je suis au ministère de l'Économie. Donc, nous, c'est de trouver des solutions alternatives à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y en a des solutions, Marie-Ève? Bien, moi, oui, il y en a plusieurs. Puis quand je parle d'automatisation, c'est un peu ça. Comment on met des machines pour prendre la place de l'humain. Il y a des emplois qui peuvent se faire par des machines maintenant, de la machinerie, mais ça prend les moyens aux entreprises de le faire, puis la volonté, puis de savoir que ces programmes-là existent. Les entreprises ne le savent pas souvent. Fait que nous, on dit, on va vous amener les moyens de le faire, puis on va vous dire que c'est important de le faire. Puis ça va créer un bassin de main-d'œuvre qui va être disponible pour d'autres entreprises. Ensuite, une autre solution, c'est que les entreprises se regroupent sur un même territoire pour dire, bon, quels sont nos besoins de main-d'œuvre, comment on peut partager la main-d'œuvre. Je dirais ça comme ça. Il faut être créatif. Il faut sortir des petites idées préconçues. On était dans un mode jusqu'à il y a une dizaine d'années, on mesurait le taux de chômage. Mais là, on est en plein emploi partout. Donc, il faut parler de taux de productivité maintenant pour s'assurer que les entreprises puissent continuer de croître
malgré le fait qu'on a un vieillissement de la population. Donc, il faut trouver des alternatives. Est-ce que c'est un des points importants qu'on a touchés lors de vos visites? C'est le point le plus important. Oui. Je vous dirais que les gens sont très préoccupés par ça. Puis de là, l'intérêt de trouver des solutions alternatives. OK. Oui. Investissement Québec, oui. Votre récente réforme d'Investissement Québec. Bien oui, au mois de juin, ça a été... Je pense que c'était dû et exigé qu'il y ait une réforme. Oui. Vraiment, ça, c'est clairement, on était en retard au niveau de la prise de risque en investissement au Québec. Est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? Les problèmes que les entrepreneurs ont et Investissement Québec qui avait besoin de renouvellement. D'un renouvellement? Oui, tout à fait. Là, on a déposé le projet de loi. Fait que donc, à l'automne, on va évaluer le projet de loi à l'Assemblée nationale pour ensuite le voter et le mettre en application. Ça devrait être mis en application, là, toute la transformation d'Investissement Québec à partir du mois d'avril 2020. C'est une transformation importante parce qu'on prend plusieurs fonctionnaires du gouvernement et on les amène chez Investissement Québec pour vraiment être plus agiles dans les façons de faire. OK. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer la donne? Il le faut. Okay. La commande est claire au président d'Investissement Québec. Ça doit changer. En ce moment, comment ça fonctionne? C'est Investissement Québec se compare aux autres institutions financières, puis c'est justement plus ça qu'on veut. On veut de l'investissement à risque, on veut faire augmenter l'exportation de manière marquée au Québec, on veut mieux soutenir les PME partout au Québec avec des bureaux régionaux solides qui vont aller chercher les besoins des entreprises et leur répondre rapidement. Fait que donc, on va être très proactif dans notre approche. On a besoin de ça, sinon on va passer à côté parce que avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le vieillissement de la population, ça nous prend des outils comme on est en train de préparer avec Investissement Québec. Mais avril 2020, c'est pas loin un peu? On peut pas faire autrement? Bien, on a déjà commencé, mais quand même, là, il y a déjà des directives qui ont été données. Il n'y a rien de grands changements qui pourront être effectués, évidemment, avant l'adoption du projet de loi. On travaille là-dessus tranquillement, mais sûrement. Puis évidemment, mais ça prend le projet de loi pour être légitime, évidemment. Puis on va respecter le processus. Vous avez récemment fait et participé au défi Pierre Lavoie. Parce que je vais vous amener... on a commencé vite tantôt. Moi, je voulais vous demander comment ça allait. On a tout de suite embarqué et tombé dans la tournée des 17 régions. Oui. Mais d'abord, moi, je voulais vous emmener sur votre défi Pierre Lavoie, votre expérience sur le défi Pierre Lavoie. Comment vous avez trouvé le temps de faire ça, vous? C'est une bonne question. Moi, je dis toujours, je vous amène une petite information. Une fois qu'on a dormi, mangé, qu'on s'est lavé, qu'on a travaillé, il nous reste 180 heures dans une semaine. Donc, c'est facile après ça de dire qu'est-ce que je fais de ces heures-là, ces heures disponibles dans ma semaine. Puis moi, j'arrive à prioriser. J'ai toujours été quelqu'un qui a été très efficace dans la gestion de son temps, donc ça m'a permis de trouver des moments. Puis de toute façon, le sport est essentiel. Je ne pourrais pas faire une vie politique comme je fais actuellement si je n'arrivais pas à trouver des exutoires ou des façons de faire du sport, de rester en forme, de garder la santé. Donc pour moi, c'est ça, cet équilibre. Aussi, oui, tout ça, là. Évidemment. Puis je passe du temps avec mes enfants. Évidemment, dans les derniers mois, j'en ai moins passé avec mes enfants parce qu'il fallait que je m'entraîne dans mes temps libres. Fait que j'arrivais à le faire quand même. Puis là, je vais pouvoir passer plus de temps avec mes enfants parce que j'ai réussi à faire le défi Pierre Lavoie, le grand défi, qui était 1000 km de vélo en 4 jours, en équipe. Ça a été une expérience fantastique. Puis, c'est ça, l'entraînement que j'avais fait était convenable parce que ça a été, je vous dirais, surprenamment très facile. Ah oui? Oui. OK. Mais d'abord, on sait que vous êtes une femme en forme. Là. Vous avez toujours gardé la forme. Mais d'aller faire 1000 km, c'est pas rien. C'est pas rien. Quel entraînement on doit avoir pour... Bien, j'avais fait une semaine de vélo en avril à l'extérieur du pays parce qu'ici, il y avait encore trop de neige. Fait que je suis allée dans un camp spécial d'entraînement. Puis je fais ça, là, moi, je faisais ça avant. Fait que c'est comme une continuité de ce que je faisais d'habitude pour démarrer ma saison de vélo. Puis après ça, pendant les fins de semaine qui ont suivi, jusqu'à la fin de semaine du défi, je roulais entre 85 et 200 km par fin de semaine. Fait que ça a été ça, mais tu sais, vous l'avez dit, j'ai une bonne base en sport. Fait que j'avais quand même une forme pour le faire. Vous alliez au sud du comté pour affronter les montagnes? Non, j'ai pas fait ça, mais on affrontait le vent. Puis ça a bien fait parce que c'est un terrain plat quand même qu'on a fait notre trajet, puis il y avait beaucoup de vent. Fait que ça nous a permis, je m'étais bien entraînée pour le bon parcours.
Marie-Ève, on va faire une petite pause de quelques secondes avec et plaisir. on revient parce qu'on a beaucoup de sujets à jaser parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais il y a des choses intéressantes avec lesquelles on va jaser avec la ministre Marie-Ève Proulx dans quelques instants. Reste avec nous. Notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional. Marie-Ève, vous avez fait, on en a parlé avant la pause, le défi Pierre Lavoie, et vous avez ramassé 10 000 $. Oui. Comment on ramasse 10 000 $? Vous avez des bons contacts sûrement. Oui, c'est ça. Vous avez quand même, à travers tout ça, ramassé 10 000 $, c'est pas rien. Oui, les fonds ont été ramassés à travers nos collègues députés, mais aussi il y a des gens dans le comté ici qui ont on a envoyé une lettre à nos amis, à nos collaborateurs, s'ils voulaient participer pour que les sommes reviennent ici dans la région. Puis c'est comme ça que j'ai pu ramasser là, ces sommes-là pour participer à financer des activités ou des projets qui vont faire bouger les jeunes dans les écoles. Bon, ce 10 000-là, vous l'avez donné à l'école de Saint-Cyril. Tout à fait. Pourquoi l'école de Saint-Cyril? Pourquoi Saint-Cyril? J'ai un grand comté qui compte 45 municipalités. Puis je me suis dit, comment je vais faire pour choisir l'école? Puis j'ai évalué, j'ai dit, tiens, il y a beaucoup de gens qui font le grand défi Pierre Lavoie dans la région ici. Je pense aux enfants de cœur, je pense aux gens de chez Desjardins. Donc, j'ai dit, puis eux avaient pris des écoles de la région de Montmagny. Fait que j'ai dit, puis moi, Lillet, on le voit moins, tout ça. Fait que finalement, j'ai choisi Saint-Cyril. Puis comme par hasard, mon collègue de chez Desjardins a pris une école aussi de Lillet. Donc, on sans se parler, on a pris. Mais, puis Saint-Cyril, c'est en plein milieu de mon comté. C'est un peu comme ça que je l'ai fait. C'est une petite école où il y avait des besoins. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, peu d'élèves, mais en même temps, ces élèves-là, même s'ils ne sont pas beaucoup, moi, je trouve ça important. Vous le savez, dans les derniers mois aussi, j'ai pris position sérieusement pour défendre les intérêts des petites écoles de village. J'ai pris position même fermement. On a parlé de celle de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Oui, Sainte-Lucie. Malheureusement, ça n'a pas empêché la fermeture. Ça n'a pas empêché la fermeture, mais tu sais, c'est pas fini cette histoire-là. Là. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire avec les écoles? Moi, je continue de défendre ces dossiers-là. Puis Saint-Cyril, c'est une école comme ça qui a besoin de ces moyens-là puis les jeunes, quand je les ai rencontrés, parce que je suis allée leur annoncer que j'avais choisi leur école, ils étaient tellement contents. J'ai 10 000 $ à l'école de Saint-Cyril. C'est ça. Je leur ai pas encore annoncé le montant final, mais j'étais allée les voir pour dire que c'était leur école que j'avais choisie. Je vais aller les rencontrer en début d'année là, pour leur remettre tout ça. Mais pour moi, c'est important, les plus petites écoles aussi. Hein? C'est souvent les grosses qui ont le plus de moyens, puis tout ça, mais moi, je veux qu'on avantage tout le monde sur notre territoire. Mais ce qui se passe à Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est un peu... Saint-Cyril, c'est pas plus gros que Sainte-Lucie. Alors, toutes ces petites municipalités-là sont confrontées à divers problèmes. Et est-ce qu'il se passe de fermeture aussi... dans un proche avenir? On pense dans un proche avenir, mais vous voyez, en ce moment, Saint-Cyril est en train de relever parce qu'il y a plusieurs jeunes familles qui viennent s'établir à Saint-Cyril. Fait que c'est un village qui se redynamise. Fait que des fois, il faut quand même donner une chance puis permettre de voir ce qui va se passer parce que c'est une région qui se développe beaucoup en ce moment, ce coin-là, Lillette. Des fois, on prend des décisions, mais on ne l'évalue pas à plus long terme. Donc, c'est un peu ça. Puis moi qui me préoccupe. Puis d'occuper notre territoire, ça veut dire aussi investir des fois un peu plus pour nos petites communautés. Est-ce qu'il y a de quoi faire avec Sainte-Lucie? Bien là, pour le moment, la décision est prise par la commission scolaire. C'est elle qui est légitime. Mais moi, je continue de travailler puis de faire la représentation au niveau du ministère de l'Éducation pour qu'on change de manière plus globale les règles sur les écoles, les petites écoles. C'est parce qu'on peut se servir de l'exemple de Sainte-Lucie pour fermer d'autres écoles. Bien, pour fermer d'autres écoles, mais aussi pour renverser la tendance, hein? Pour éviter que ça se reproduise de nouveau, des décisions aussi bizarres que celle-là. Restant dans le dossier des écoles, vous avez récemment donné aussi un montant à l'école Saint-Nicolas de Montmagny. Tout à fait. Bon, ces gens-là sont venus en entrevue ici pour parler de leur campagne de financement pour la réfection de la cour d'école qui était due, je pense. Là, oui, sans avoir vu d'image, mais je pense qu'ils nous ont bien décrit la situation. Maintenant, pourquoi, je vous pose la même question à l'école de Saint-Cyril, pourquoi l'école Saint-Nicolas, alors qu'on sait, et partout au Québec, les écoles ont des besoins, particulièrement dans notre région aussi. Pourquoi vous avez choisi l'école Saint-Nicolas? En fait, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est les règles établies par le ministère. Il fallait que l'école se qualifie en fonction des règles du programme. Puis c'est Saint-Nicolas qui se qualifiait le mieux avec le taux de vétusté. Puis, tu sais, c'est très, très vieux, là. Donc, il fallait faire quelque chose pour le gymnase
finance de l'école pour la réorganisation intérieure de l'école, la réaménagement. Donc, c'est pour ça que c'est Saint-Nicolas qui a été retenu selon les critères du ministère de l'Éducation. Donc, ce sont les écoles qui faisaient la demande à travers un programme? Exactement. Okay. C'est le ministère qui sélectionnait les écoles à travers le Québec pour émettre les sommes. Et il y a d'autres écoles qui ont des besoins sur le territoire, vous en êtes conscient? Oui, puis il y a d'autres enveloppes. Ça, c'était une enveloppe particulière, supplémentaire pour des écoles peut-être qui ne se qualifiaient pas dans les autres programmes. Donc, ça permet à Saint-Nicolas d'avoir les fonds. Mais à chaque année, les écoles ont des enveloppes pour faire différentes réparations de structures, tout ça. Mais là, c'était une enveloppe supplémentaire, puis c'est Saint-Nicolas qui... Je vous pose une question. Vous n'êtes pas ministre des Finances, puis vous n'êtes pas première ministre non plus, mais je vous pose la question. On parle du troisième lien, on parle des routes qui sont... le ministre Bonnetel qui annonçait jeudi, lors d'une conférence de presse, 4,8 milliards de dollars. Les écoles, l'Investissement Québec, est-ce qu'un jour, on va avoir tout l'argent qu'il faut pour arriver à réaliser tous ces projets-là, Marie-Ève? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, on est en bonne condition financière. Puis cette bonne condition financière-là est malheureusement causée parce qu'il y a eu des coupures majeures dans les infrastructures, les services, la réfection des routes, la fermeture des CLD, des CRI. Donc, on a pris cet argent-là, on a fait un surplus, mais pendant ce temps-là, le taux de vétusté de nos infrastructures s'empirait. Donc là, c'est comme s'il faut réinvestir en quelque part. On doit faire du rattrapage. Puis c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Puis c'est ce qu'on a constaté quand on est arrivé au gouvernement en octobre dernier. Est-ce que ça fait peur? Quand on arrive un nouveau gouvernement qui arrive, est-ce que ça fait peur de voir... Parce qu'on le voit bien, ça fait qu'il y a du travail puis du rattrapage à faire, autant pour nos personnes âgées, au niveau de l'hébergement, autant au niveau des écoles. L'investissement qu'on fait là, c'est minimal. On a retourné également, avant Noël, plusieurs millions de dollars dans les universités en région qui avaient été coupées. Puis pourtant, l'éducation en région, c'est prioritaire. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Oui, on a une bonne condition financière, mais c'est parce qu'on a coupé partout. Fait que donc, on redistribue pour reprendre le dessus sur nos infrastructures, parce que si on est dans une école qui tombe en ruine, on n'est pas plus avancé pour l'avenir de nos enfants. Fait que c'est tout ça là, qu'on doit remettre sur la table. On a l'air de dépenser, mais ce n'est pas de la dépense, c'est qu'on doit réinvestir parce que pour la sécurité. Il n'y a pas de danger qu'on retombe en déficit? Non. La situation financière, puis écoutez, là, notre trio économique, là, c'est du solide et du sérieux. Puis tout est bien calculé. Puis de toute façon, nous autres aussi, on est un gouvernement pragmatique qui prend des décisions objectives. Puis notre objectif, c'est pas de faire des folies de dépenses. C'est d'arriver, par contre, à s'assurer d'un minimum pour tout le monde, des routes de qualité, des écoles surtout, parce que notre priorité, c'est la santé et l'éducation. Donc, tout ça doit être de haut niveau si on veut s'assurer que nos enfants puis nos aînés aussi puissent avoir une place dans notre société. Il nous reste à peu près 2-3 minutes. Oui, déjà. Je ne peux pas passer à côté d'une déclaration d'une députée, la députée de Gaspé, qui déplore le manque de suivi par rapport au dossier. Et je pense qu'elle s'ennuie de vous. Mais oui. Parce qu'elle trouve qu'elle ne vous voit pas souvent. Vous répondez quoi à ça? Bien, je trouve ça vraiment particulier parce que moi, je suis allée souvent cet hiver en Gaspésie. Je suis allée au moins à 2 reprises, si ce n'est pas 3. Je crois que c'est 3. Puis à chaque fois que je suis allée, elle n'était pas là. OK. Fait que moi, j'étais là. Comme par hasard. 1. 2. C'est la seule députée de l'Est du Québec qui ne m'a pas rencontrée. J'ai rencontré tous les autres députés du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie, de la Madeleine, qui m'ont présenté leurs dossiers avec lesquels je fais des suivis, mais elle ne m'a jamais présenté ces dossiers comme députée. Donc, je peux pas... C'est sûr que les dossiers n'avancent pas, mais elle ne les a pas présentés. Mais, et c'est ça. L'autre élément, c'est se demander, est-ce qu'elle est dans son comté? Est-ce qu'elle fait la représentation des intérêts de ses citoyens? Moi, c'est la question que j'ai envie de lui poser à la lumière de cette déclaration, pour le moins saugrenue. Parce qu'avec les autres députés, je fais les suivis, on se parle, puis ça avance. Est-ce que vous avez communiqué avec elle suite à cette sortie-là? Non, pas du tout. Non, parce que moi, j'avance, je fais mes projets. Justement, vous l'avez dit, j'ai beaucoup de régions, donc il faut que je sois près des gens. Je suis avec les élus municipaux, je suis avec les intervenants de la Gaspésie. C'est avec eux qu'on travaille puis qu'on fait évoluer les dossiers. Elle pourrait même consulter un de ses maires qui a reçu plusieurs centaines de milliers de dollars de notre gouvernement pour leur salle de spectacle à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, elle ne peut pas dire qu'on ne fait pas de suivi. Là. Les maires peuvent témoigner du contraire. Donc, c'est sûr, c'est l'opposition. C'est le fun d'avoir les deux côtés. Moi, je suis contente que vous le vérifiez, justement. Fait que ça vous donne l'autre volet.
Marie-Ève, on termine avec ça demain. Oui. Vous partez pour une mission à Paris. Oui, Quel genre de mission on vous a confié? On m'a demandé d'aller représenter le Québec dans un événement qui traite de l'économie sociale. C'est un mouvement qui veut démarrer au niveau international. Puis le Québec se positionne très fortement au niveau de l'économie sociale. On est en avant-garde dans cette approche de services pour aider les gens, tout ça, au niveau de l'économie sociale, des coopératives, comme on a fait par exemple à Saint-Pierre avec la coopérative alimentaire chez Philo. On a beaucoup de modèles au Québec. Puis on m'a demandé de représenter les intérêts du Québec c'est un genre de congrès colloque qui va démarrer un mouvement international concernant l'économie sociale et solidaire. Donc, le Québec, je vais représenter le gouvernement. Puis, on va travailler aussi sur nos collaborations avec la France concernant l'économie sociale. On va signer des ententes bilatérales éventuellement. Donc, ce sera moi qui va déjà aller négocier là, ces ententes-là avec la France. C'est une mission de combien de temps? Ça va être une mission d'1 semaine. OK. Oui. Et la suite de ça, vous remettez votre rapport au premier ministre? Ou... Oui, toujours. Oui. Puis on va voir aussi qu'est-ce qu'on va faire comme dans l'action, parce que vous voyez, au Québec, en ce moment, on est en renouvellement au niveau du plan d'action en économie sociale. Puis moi, je considère personnellement que l'économie sociale est un des vecteurs et un des moteurs du développement économique des régions. Ici, il y a beaucoup d'exemples. On ne le voit pas, on ne le nomme pas comme ça, mais c'est un vecteur d'économie. Là. Je pense au tout le soutien à domicile avec les coopératives de soutien à domicile. Je pense à des coopératives comme même la fromagerie de l'île. Donc, on est allé visiter récemment. Là, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Puis, on est innovateur dans ce domaine-là. Donc, puis on est en renouvellement du plan d'action. Puis moi, je veux que la place des régions puis l'économie sociale soit davantage intégrée au développement des régions. Donc, tout va s'inscrire là, dans cette foulée, puis d'aller voir ce qui se passe en France aussi. On a des modèles de développement du territoire intéressants. Donc, c'est un peu ça que je vais faire. Je vais aller rencontrer les ministres là-bas, les acteurs du développement, les chercheurs pour voir ce qui se passe là-bas, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser peut-être ici à plus long terme. Merci, c'est déjà terminé. Ben puis oui. même ça crie fort dans mes oreilles, là, parce qu'on a dépassé notre temps, mais c'est très intéressant. Il faudrait venir nous voir plus souvent. Avec grand plaisir. Cet été, je suis ici. Ça va me faire plaisir d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter... bon été à vous. Oui, vous prenez des vacances? Oui. J'espère, une petite semaine. Oui. Et ça va faire du bien. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir. Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional. Merci à vous. On s'arrête. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition gladiateur dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la pouponnière pour aujourd'hui, eh bien, on a 4 petits poupons à vous présenter. Donc, allons-y pour Joël Dugal, né le 9 juillet de Saint-Philémon. Les parents Émilie Jolin et Jonathan Dugal. Bravo, félicitations. Victoria Desjardins. Les parents Stéphanie Corriveau et Sébastien Desjardins. Victoria est née le 9 juillet de Saint-Marcel de Lillet. Maintenant, c'est Logan Bélanger. Les parents Caroline Brisson et Marc-Gabriel Bélanger. Ils sont de Saint-Vallier. Logan est né le 11 juillet 2019. Et enfin, Juliette Letourneau. Les parents Kim Bilodeau-Lamar et Thomas Letourneau. Juliette est née le 13 juillet. Les parents sont de Cap-Saint-Ignace. Et le gagnant pour notre certificat cadeau de 25 $.
par votre Jean Coutu, oui. Alors, c'est Antoine Lecomte, les parents Marie-Pierre Bédard et Xavier Lecomte. Donc, bravo pour ces heureux parents. 25 $ offerts par votre Jean Coutu. Et merci à tous les employés de la Pouponnière pour votre belle collaboration. Ça complète notre émission. C'est un peu bousculé aujourd'hui. On vous invite à être là demain pour notre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.